19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Le Venezuela se réveille sur une attaque de l'armée américaine sur Caracas aux conséquences graves. Le président Maduro et son épouse emmenés de force aux États-Unis. Dans un communiqué, la République bolivarienne du Venezuela condamne, répudie et dénonce fermement l'agression. Génocide à Raza, le bilan des victimes s'alourdit ce samedi et atteint les 71 384 martyrs. Alors que les affrontements s'intensifient dans le sud du Yémen, Riyad se positionne comme médiateur pour résoudre le conflit armé. Et enfin, lancement de la tournée du trophée de la Coupe du Monde 2026 depuis Riyad en Arabie Saoudite. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous venez de nous rejoindre, on entame cette édition avec la situation au Venezuela et ce communiqué de la République bolivarienne du Venezuela qui rejette, répudie et dénonce devant la communauté internationale, je cite, l'extrêmement grave agression militaire perpétrée par le gouvernement actuel des États-Unis d'Amérique contre le territoire et la population vénézuélien, visant des installations civiles et militaires dans la ville de Caracas, capitale de la République, ainsi que dans les États de Miranda, d'Aragua et de la Guaira. Cet acte constitue une violation flagrante de la Charte des Nations Unies, en particulier de ses articles 1 et 2 qui consacrent le respect de la souveraineté, l'égalité juridique des États et l'interdiction du recours à la force. Une telle agression menace la paix et la stabilité internationale, notamment en Amérique latine et dans les Caraïbes, et met gravement en danger la vie de millions de personnes. Fin de citation. Et après des semaines d'intimidation, le président américain Donald Trump a mis ses menaces à exécution en attaquant tôt ce samedi Caracas. Des dizaines d'explosions ont été entendues, notamment dans le sud de la capitale. Dans la foulée de cette attaque américaine, Donald Trump a annoncé l'arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro et de son épouse et de leur transfert donc en dehors du pays. Le sort de Nicolás Maduro demeure pour l'heure inconnu. Les détails sur Hila Kelal. Des survols d'avions, des explosions et des panaches de fumée viennent perturber la quiétude de la nuit. Il est 2 heures du matin, heure locale, Caracas subit une attaque militaire américaine. Plusieurs sites sont visés, notamment une importante base militaire dans le sud de la capitale vénézuélienne, ainsi que l'aéroport et le port de Caracas. Selon des témoignages, des explosions ont même été entendues à une centaine de kilomètres à l'est de la capitale. Très vite, des vidéos d'explosions et d'incendies ont circulé sur les réseaux sociaux, ajoutant à l'inquiétude des habitants de Caracas, dont certains se sont rassemblés devant leurs maisons. Des coupures de courant ont été signalées dans plusieurs secteurs de la ville, où les explosions ont secoué les fenêtres des maisons des kilomètres à la ronde. Lors de cette attaque américaine qualifiée d'envergure, le président vénézuélien Nicolás Maduro a été arrêté manu militari et transféré avec son épouse en dehors du Venezuela par les forces américaines, alors que la vice-présidente du Venezuela, Delcy Rodríguez, dit ignorer où se trouve Maduro et réclame une preuve de vie. L'escalade américaine au Venezuela a suscité une vague de condamnation internationale. Plusieurs pays ont dénoncé une grave violation du droit international. Le président colombien Gustavo Petro a exprimé sa profonde préoccupation face à cette attaque et à l'escalade des tensions régionales qui en résultent, réaffirmant l'opposition de la Colombie à toute action militaire unilatérale susceptible d'aggraver la situation ou de mettre en danger les civils. De son côté, le président cubain Miguel Díaz-Canel a dénoncé l'opération américaine comme une attaque criminelle et a appelé à une action internationale urgente, qualifiant l'attaque d'acte de terrorisme d'État contre le courageux peuple vénézuélien et de l'ensemble des Américains. Le ministère russe des Affaires étrangères a quant à lui publié un communiqué condamnant les États-Unis pour ce qu'il qualifie d'agression armée contre le Venezuela. Du côté de la Chine, Pékin se dit profondément choqué par les frappes américaines contre le Venezuela, dénonçant un comportement hégémonique des États-Unis.
Autre information à retenir, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères Iván Gil a annoncé ce samedi que son pays avait demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies à la suite des attaques menées par les États-Unis tôt dans la matinée contre Caracas et d'autres États. Le ministre a déclaré que le Venezuela exerçait ses droits dans toutes les instances internationales et a condamné, selon l'agence de presse vénézuélienne, les attaques américaines comme une violation de la Charte des Nations Unies. Et s'exprimant lors d'une conférence de presse sur cette opération militaire, le président américain Donald Trump a déclaré que les forces américaines sont prêtes à lancer une seconde offensive de plus grande ampleur si nécessaire. Regardez. Okay, thank you very much. This is big stuff. These highly trained warriors operating in collaboration with U.S. law enforcement. Maduro and Flores have been indicted in the Southern District of... They were pumping almost nothing by comparison to what they could. Nos immenses compagnies pétrolières américaines les plus importantes au monde vont investir des milliards de dollars pour réparer les infrastructures pétrolières vétustes et relancer l'économie du pays. Nous sommes prêts à lancer une seconde offensive bien plus importante si nécessaire. Nous étions donc préparés à une seconde vague. Nous pensions même qu'elle serait nécessaire, mais finalement, ce n'est probablement plus le cas. Et c'est donc un climat d'incertitude qui règne sur le pays alors que le peuple s'inquiète. Des habitants de Caracas se sont rassemblés devant leur maison tôt ce matin après les multiples explosions qui ont secoué la capitale vénézuélienne. À quoi doivent-ils s'attendre? Où se trouve Nicolás Maduro? Autant de questions qui restent pour l'heure sans réponse. Il devrait y avoir un changement positif pour tous les Vénézuéliens, car après 28 ans de gouvernement, le temps de la transition est arrivé. Il nous faut maintenant attendre que les représentants du gouvernement s'expriment et voir ce qu'ils ont à dire. Il est temps que tout se mette en marche et que nous sortions de cette situation. Nous sommes entre les mains de Dieu, car Dieu est le seul maître de tout. Lui seul sait ce qui peut arriver au Venezuela. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de manipulations derrière tout cela. Ce n'est pas parce que nous avons une position politique, mais parce que nous voulons le meilleur pour notre pays. Nous voulons la paix, aller de l'avant et que le Venezuela ait, comme tout autre pays, le droit de choisir son propre destin et ses propres dirigeants. S'ils l'ont destitué, je pense qu'ils n'auraient pas dû le faire, car cela va créer un conflit encore plus grave que celui que nous connaissons actuellement. Quant aux attentats et à tout le reste, nous devons sortir, comme l'ont dit les autorités gouvernementales. Nous devons tous descendre dans la rue pour défendre notre patrie, pour nous défendre nous-mêmes. Et dans un enregistrement audio diffusé à la télévision publique, la vice-présidente Delcy Rodriguez affirme n'avoir aucune nouvelle du président Maduro et de son épouse. Elle exige par ailleurs des Américains une preuve de vie du président vénézuélien. Nous sommes profondément indignés. Le peuple vénézuélien est indigné. Caracas, la capitale et berceau de notre libérateur, a été attaquée. La capitale qui a vu naître le libérateur de notre grande patrie, le plus grand homme de notre continent, a été profanée, attaquée et saccagée. Face à cette situation brutale et à cette attaque barbare, nous ignorons où se trouve le président Nicolás Maduro et la première dame Cilia Flores. Nous exigeons que le gouvernement du président Donald Trump fournisse immédiatement une preuve de vie du président Maduro et de la première dame. De son côté, dans une vidéo diffusée sur la chaîne de télévision gouvernementale VTV, le ministre de la Défense, Vladimir Padrino, a déclaré que le Venezuela résistera à la présence de troupes étrangères sur son sol. Regardez. Soldados y pueblo formaremos un muro de resistencia indestructible. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa al mundo entero. Les forces armées boliviennes informent le monde entier. Aux premières heures de ce 3 janvier, le peuple vénézuélien a été la cible de l'agression la plus criminelle perpétrée par le gouvernement des États-Unis d'Amérique.
Jusqu'à présent, la barbarie des forces d'invasion a profané notre terre sacrée à Tiona, dans la province de Caracas, ainsi que dans les États de Miranda, d'Aragua et de La Guaire, en frappant des centres urbains peuplés de civils avec leurs missiles et roquettes tirées d'hélicoptères de combat. Nous déplorons d'ores et déjà des blessés et des morts. Le droit international, grand perdant de cette mutation du logiciel des relations internationales, le recours au règlement militaire des différends prend le pas sur les solutions pacifiques, faisant craindre un retour en arrière et un dérèglement de l'ordre géopolitique international au profit de l'hégémonie Kherdin Batash. Encore un pays souverain qui se réveille sous le fracas des explosions et des frappes militaires, à peine 3 jours après que le monde se soit échangé des vœux de paix et de prospérité. Le peuple vénézuélien a vécu à l'aube de cette journée l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire contemporaine et du droit international, une capitale bombardée et un président élu arrêté par des forces étrangères. À Caracas, la stupeur et l'indignation dominent. Le chef de l'État vénézuélien et la première dame ont été interpellés sur le sol d'un État souverain par les forces américaines en violation manifeste des principes fondamentaux du droit international. Une arrestation qui contrevient notamment à la Charte des Nations Unies, laquelle consacre l'égalité souveraine des États et interdit le recours à la force ainsi que toute ingérence dans les affaires intérieures d'un pays. Cet épisode illustre l'état de déliquescence d'un ordre juridique international fragilisé, mis à rude épreuve par des pratiques d'intervention unilatérales qui se multiplient au Venezuela comme ailleurs. Le droit international, pourtant conçu pour prévenir précisément ce type d'escalade, apparaît aujourd'hui de plus en plus marginalisé face à la primauté du rapport de force. Au cœur de cette crise, le multilatéralisme vacille, fondé sur le principe de la résolution pacifique des différends, inscrit dans l'article 2 de la Charte des Nations Unies. Il cède le pas à des doctrines sécuritaires héritées du début du XXe siècle, des doctrines archaïques fondées sur l'usage de la force qui ont pourtant conduit l'humanité à 2 guerres mondiales aux conséquences dévastatrices. Ce retour au réflexe du siècle dernier fait peser une menace directe sur l'avenir des relations internationales. Il relègue au second plan l'idéal de paix, pourtant pilier central des théories modernes des relations internationales, fondement même de l'ordre international issu de 1945. Parmi les dommages collatéraux les plus préoccupants figure l'affaiblissement du rôle des Nations Unies, institution pourtant désignée comme garante de la paix et de la sécurité internationale. L'ONU peine aujourd'hui à faire respecter le droit international malgré un arsenal juridique conséquent. Impuissant, le Conseil de sécurité, paralysé par les rapports de force entre grandes puissances, se révèle souvent incapable de traduire ce droit en mesures coercitives applicables de manière équitable. L'histoire latino-américaine offre à cet égard la meilleure des illustrations. Selon l'historien américain John Costworth, les États-Unis sont intervenus à 41 reprises en Amérique latine entre 1898 et 1994, un interventionnisme récurrent qui a profondément façonné les équilibres politiques de la région, souvent au détriment de la souveraineté des États et de la stabilité régionale. Qu'elles soient menées par Washington ou par d'autres puissances, ces interventions unilatérales présentent un risque majeur pour la paix internationale. Perçue comme hégémonique, elles déstabilisent des régions internes, alimentent les conflits internes, encouragent une course aux armements et incitent d'autres acteurs internationaux à recourir à la force. Un engrenage dangereux susceptible de rompre l'équilibre stratégique mondial et d'ouvrir la voie à des conflits de haute intensité. L'actualité de ce samedi dominée également par l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza qui a fait 71 384 martyrs et 171 251 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Depuis le 7 octobre 2023, selon un nouveau bilan communiqué ce samedi par les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 3 martyrs ainsi que 18 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 48 heures. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre dernier, 418 Palestiniens sont tombés en martyrs et 1171 autres ont été blessés, tandis que les corps de 684 martyrs ont été récupérés.
Et alors que le monde fête l'entrée de la nouvelle année 2026 pour les habitants de la bande de Gaza, cette année s'ouvre avec un paysage de camps, de déplacés et de quartiers détruits sur fond de profonde incertitude. Après des mois d'agressions sionistes génocidaires, des centaines de milliers de Palestiniens sont toujours déracinés, vivant dans des tentes de fortune plantées à même le sol ou entassés dans des bâtiments endommagés, sans accès fiable à l'eau, à l'électricité, aux soins de santé ou encore à l'assainissement. Le monde doit se tenir aux côtés du peuple palestinien qui a enduré d'immenses souffrances, nous aider à reconstruire la bande de Gaza, à instaurer la paix et à créer un État où nous pourrons vivre en paix et en sécurité. J'aimerais que nous puissions vivre comme le reste du monde. Aujourd'hui, nos enfants n'ont accès à aucune éducation, à rien du tout. Nous espérons que 2026 sera une année de joie, de bonheur et de reconstruction, que les Israéliens se retirent complètement de la bande de Gaza et que les habitants retournent chez eux. Même si nous devons retourner dans des camps, nous vivrons en sécurité et dans la stabilité. Pluie torrentielle et vents violents aggravent la situation des Razaouis. Plusieurs tentes abritant des déplacés ont été emportées par les inondations qui touchent l'enclave palestinienne. Le tout dans un contexte marqué par un manque quasi total de moyens de protection, de matériel d'urgence et d'assistance humanitaire. Je vous le disais en titre, alors que les affrontements s'intensifient dans le sud du Yémen, Riyad se positionne comme médiateur. Le ministère saoudien des Affaires étrangères a d'ailleurs salué la demande du Conseil présidentiel yéménite d'organiser un forum à Riyad pour résoudre un conflit armé meurtrier dans le sud du pays qui alimente les tensions entre les pays arabes du Golfe. Les détails, Maria Chouyer. Le président du Conseil présidentiel yéménite Rached El-Halimi a demandé à l'Arabie saoudite d'accueillir un forum à Riyad pour tenter de résoudre la crise dans le sud du Yémen. Une initiative que l'Arabie saoudite a accueillie favorablement. Dans un communiqué, le ministère saoudien des Affaires étrangères appelle les factions du Sud à participer aux discussions afin de formuler une vision globale pour des solutions équitables à la cause du Sud. Ces appels interviennent après une offensive du Conseil de transition du Sud, membre de la coalition anti-Houthi, dans les provinces stratégiques de Hadramaut et d'El Mahra, deux régions stratégiques riches en ressources. Le mouvement est soupçonné de nourrir des ambitions séparatistes, faisant craindre une confrontation avec le gouvernement yéménite reconnu. Malheureusement, il a été définitivement confirmé que les Émirats arabes unis ont exercé des pressions sur le Conseil de transition du Sud et l'ont incité à saper l'autorité de l'État et à se rebeller contre lui par le biais d'une escalade militaire, d'attaques contre les positions des forces armées et d'assauts répétés contre les tribus du Hadramaut et des civils innocents. Les tensions entre alliés régionaux s'exacerbent. C'est une première entre deux pays voisins que tout rapproche. Richesse, culture, religion. Et malgré les appels au calme, la situation reste explosive. Des analystes avertissent qu'une nouvelle phase dangereuse du conflit pourrait s'ouvrir, avec un risque de division durable du Yémen. Faut-il donc s'attendre, comme le redoutent certains analystes, à un conflit sanglant pour redessiner la carte du Sud, avec des combats prolongés dans une guerre par procuration au sein d'une autre guerre par procuration? Telle est l'ultime interrogation. La Somalie a officiellement pris la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies qu'elle assurera durant tout le mois de janvier courant. Le ministère somalien des Affaires étrangères a déclaré que cette présidence représente une opportunité importante pour mettre en avant l'engagement de la Somalie en faveur de la paix et de la sécurité internationale, ainsi que sa volonté d'aider donc à avoir la paix et la sécurité internationale. Durant ce mois, la Somalie présidera les réunions régulières et urgentes du Conseil de sécurité, y compris celles consacrées aux questions de paix et de sécurité internationale en tant que responsable de l'organisation de l'ordre du jour et de la facilitation des délibérations entre les États membres.
La Somalie, où l'armée a repoussé ce samedi une attaque du groupe terroriste Shebab contre la ville de Vargadi, dans le centre du pays. Selon les médias locaux, l'attaque, dont la principale cible était une base militaire, a commencé tôt dans la matinée. D'après des témoins, une explosion a retenti dans la zone, suivie d'un échange de tirs. Direction le Soudan à présent, où les crises humanitaires se poursuivent et continuent donc de s'aggraver, tandis que le conflit entre l'armée et les forces de soutien rapide se prolonge. Les populations du Darfour et du Kordofan subissent des conditions de vie dramatiques, alerte le gouvernement soudanais. L'Organisation des Nations Unies met elle aussi en garde contre une catastrophe humanitaire croissante. Samira Abou Abdallah. Au Soudan, les populations civiles continuent de subir les conséquences d'un conflit qui oppose l'armée aux forces de soutien rapide. Le ministère soudanais de la ressource humaine et du développement social décrit la situation comme complexe et très grave, soulignant notamment la difficulté pour les habitants du Darfour et du Kordofan à accéder aux denrées alimentaires, aux soins et aux services essentiels. Dans certaines zones, sous le contrôle des forces paramilitaires, les civils peinent à se déplacer et à quitter les villes menacées, tandis que des témoignages de rescapés évoquent la peur, la perte des moyens de subsistance et l'incertitude face à l'avenir. L'Organisation des Nations Unies a également tiré la sonnette d'alarme, alertant sur l'urgence d'un accès humanitaire sécurisé, en particulier dans le Kordofan, et sur le risque d'aggravation de la crise si l'aide ne parvient pas rapidement aux populations les plus vulnérables. Malgré les appels à un accès humanitaire sécurisé, l'acheminement de l'aide reste entravé par l'insécurité et les contraintes logistiques. Dans ce contexte tendu, la priorité demeure la protection des civils et l'accès aux secours, alors que la communauté internationale appelle à réduire la violence et à œuvrer pour une solution politique durable au Soudan. On reste sur le continent pour aller en République démocratique du Congo, cette fois-ci où de violents combats ont opposé ce samedi le groupe armé M23 aux forces pro-Kinshasa dans plusieurs localités autour de la ville stratégique d'Ouvira, dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'ont rapporté des médias. Amala Maziane Sitouni. L'est de la République démocratique du Congo est le théâtre de violents combats. Ce samedi, les rebelles du M23 s'opposent à nouveau aux forces pro-Kinshasa, Ouazalendo et à l'armée congolaise dans plusieurs localités autour de la ville d'Ouvira, notamment les localités de Kachombe, Lubanda, Muzengwe, Katongo et Kigongo, situées à environ 10 km de la ville. Les affrontements au niveau de Kigongo et Katongo, précisément dans les collines de Kachombe et Lubanda dans les territoires d'Ouvira, sont confirmés par le porte-parole régional de l'armée congolaise. Frontalier du Rwanda et riche en ressources naturelles, l'est de la RDC est en proie à des violences récurrentes depuis plus de 30 ans. La situation s'est aggravée depuis 2021 avec la résurgence du M23. Après s'être emparé début 2025 de Goma et Bukavu, les deux grandes villes de l'Est congolais, le groupe armé a lancé en décembre une nouvelle offensive dans la province du Sud Kivu et pris le contrôle le 10 décembre d'Ouvira, localité stratégique de plusieurs centaines de milliers d'habitants, ainsi que de l'ensemble des zones longeant la frontière terrestre entre la RDC et le Burundi. Ces combats interviennent malgré la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington sous l'égide du président américain Donald Trump et l'annonce du groupe M23 le 17 décembre de son retrait d'Ouvira, tout en demandant à la médiation de veiller à ce que la ville soit protégée de la violence et de la remilitarisation. Des combats intenses sont également signalés dans la province du Nord Kivu depuis vendredi, où 14 personnes ont été tuées et 41 autres ont été blessées selon des sources concordantes. Dans le reste de l'actualité, la part d'électricité produite à partir du gaz naturel a connu une hausse de 5% l'an dernier au Royaume-Uni, selon une étude publiée vendredi par un média spécialisé. Dans le détail, les énergies renouvelables qui ont fourni 47% de l'électricité au Royaume-Uni l'an dernier, 2 points de plus qu'en 2024, sont suivis du gaz avec 28%, du nucléaire 11% et des importations 10%. La hausse de la part de gaz dans la production d'électricité s'explique surtout par l'arrêt de la production de l'énergie à partir du charbon et par le fait que la production nucléaire a atteint son niveau le plus bas en un demi-siècle.
Et puis le coup d'envoi de la tournée du trophée de la Coupe du Monde 2026 a été donné ce samedi depuis la capitale saoudienne Riyad en présence de la star italienne Alessandro Del Piero. La ville marquée par ainsi une première étape donc d'un voyage mondial historique précédant le début du tournoi prévu l'été prochain. Cette tournée mondiale parcourra 30 pays, 75 étapes différentes pour offrir aux fans une occasion unique de s'approcher du trophée de la Coupe du Monde. Et voilà, c'est avec cette information qu'on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.